Ma mère a dit que j'étais sorti avec des amis, mais mon père m'a enfermé au sous-sol sans nourriture pendant 3 jours. Bonjour, je suis Lunat. Ma mère a dit à tout le monde que j'étais sorti avec des amis. Mais la vérité, c'est que j'étais enfermé dans notre sous-sol. Pas de nourriture, pas de téléphone, aucune issue. Pendant 3 jours, je l'ai écouté rire lors d'un appel vidéo à l'étage pendant que j'étais allongé sur un sol en béton, me demandant si quelqu'un se souvenait même que j'existais. Il disait que c'était de la discipline. Il disait que c'était de l'amour. Mais quel genre d'amour vous efface alors que vous êtes encore en vie? Quel genre de mère fait passer des biscuits salés sous la porte et vous supplie de ne rien dire à votre père? Ce n'était pas la première fois qu'il me cachait. C'était juste la première fois que quelqu'un le remarquait. Et une fois que la porte s'est enfin ouverte, ce qui a suivi a été encore pire. Voudriez-vous savoir ce qui s'est passé ensuite? Le déclic de la serrure était plus fort que d'habitude cette fois-ci. Peut-être que non, mais il semblait plus fort. Je n'ai pas couru vers la porte. Je n'ai pas crié. Je suis resté immobile au centre des escaliers du sous-sol, m'agrippant à la rampe ébréchée comme si j'avais quelque chose pour m'ancrer. Mais je n'avais rien. Rien ne me rattachait. Rien d'autre que l'air froid qui s'infiltrait à travers les murs et la piqûre derrière mes yeux que je refusais de laisser se transformer en larmes. J'ai entendu sa voix, celle de ma mère, flottant à travers la fenêtre ouverte du salon, tout en légèreté et bien rodée. Elle est sortie avec des amis, a-t-elle dit. Son ton avait ce sourire chantant qu'elle utilisait pour les dames de l'église et les voisins curieux. Pas trop désinvolte, juste assez crédible. Cette phrase n'a pas résonné. Elle s'est gravée en moi. Je n'étais pas surprise par le mensonge. J'étais surprise de voir à quel point cela faisait peu de mal cette fois-ci. J'ai redescendu lentement les escaliers, marche par marche, en faisant attention de ne pas trébucher sur le bord de la 3e, légèrement déformé par l'humidité. La lumière du sous-sol a vacillé au-dessus de ma tête, puis s'est éteinte complètement lorsque la porte s'est refermée violemment au-dessus de moi. Le son du métal heurtant le bois était définitif, trop résolu. Je n'ai même pas essayé la poignée. Je savais qu'elle était verrouillée. J'ai attrapé la lampe de poche que je gardais sur le rebord en parpaing. Le faisceau a pris vie en vacillant, un cône de lumière faible et inégale révélant ce qui était habituel, le sol gris, une chaise pliante dans le coin, une seule couverture par terre, et une bouteille d'eau qui semblait avoir été placée récemment. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y en avait jamais. Il disait toujours que le jeûne forgeait le caractère. Je n'étais pas sûr du genre de caractère que la famine pouvait façonner. Peut-être celui qui cesse de croire que quiconque à l'étage veut que vous viviez assez longtemps pour manger. Je me suis assise lentement, le dos appuyé contre le mur, le froid s'infiltrant à travers le mince coton de ma chemise. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, frissonnant, non seulement à cause de la température, mais d'un autre type de froid, celui qui s'installe dans votre poitrine quand vous réalisez que votre famille préférerait vous effacer plutôt que de faire face à votre vérité. J'ai entendu des bruits de pas, les siens, retournant à la cuisine à l'étage. La cadence était toujours la même, lente, délibérée, le talon frappant en premier. « C'est pour ton bien, Lunat » cria mon père d'en haut. 3 jours. C'est tout. Peut-être que la prochaine fois, tu y réfléchiras à 2 fois avant de mêler notre nom à ce cabinet de thérapeute. 3 jours encore. La première fois que c'est arrivé, j'ai pensé que je l'avais mérité. J'étais rentré tard de l'école, je n'avais pas répondu assez vite à son texto. Il a dit que j'essayais de manquer de respect à ses règles. Je me suis excusé, j'ai pleuré et j'ai promis de faire mieux. Il a appelé ça une leçon. La 2e fois, j'avais demandé pourquoi nous n'avions pas le droit d'avoir des amis à la maison comme les autres familles. Il a dit que je remettais en question son autorité. Cela m'a valu 2 nuits dans le noir. C'était la 3e. Et cette fois, la raison était claire, on m'avait surprise en train de parler, pas de voler, pas de mentir, juste de parler à un thérapeute. Je fais ça parce que je t'aime, avait-il dit en m'arrachant le téléphone de la main la veille au soir, en voyant le texto de rappel du docteur Corwin, et en me traînant par le bras vers la porte du sous-sol. L'amour. C'est drôle comme ce mot avait toujours le goût du béton et de la peur dans cette maison. J'ai penché la tête en arrière contre le mur et j'ai expiré lentement, laissant le silence s'installer. Au-dessus de moi, j'entendais la télévision, la chaîne d'information habituelle de papa, mise trop fort. Le rire de maman venait de la cuisine, ponctué par le bruit de la vaisselle qu'on rince. Si j'écoutais attentivement, je pouvais deviner ce qu'il préparait pour le dîner.
Des spaghettis, probablement. Elle n'en faisait que lorsqu'elle essayait de faire comme si tout était normal. Je ne me sentais pas oublié. Je me sentais délibérément écarté. La vie continuait à l'étage. Il le voulait ainsi. J'ai ajusté le faisceau de la lampe de poche vers la porte et j'ai fixé la minuscule fente de lumière en dessous. Cette ligne de lumière était ma seule horloge. Je la regardais changer, devenir plus vive, plus faible, au fur et à mesure que le soleil se déplaçait. C'est comme ça que je suivrai les jours. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai laissé mes pensées ralentir et commencé à cataloguer, qui savait où j'étais? À qui avais-je parlé la semaine dernière? Qu'est-ce qui pouvait bien être encore intact à l'étage? Mon téléphone. Probablement en morceaux maintenant ou enterré dans un tiroir. Mais il ne trouverait rien de compromettant. Le contact du docteur Corwin était enregistré sous un faux nom. J'avais effacé nos textos. La seule vraie trace était la carte de rendez-vous, que j'avais stupidement laissée dans la poche de mon manteau. C'est ce qui l'a fait exploser. Pourtant, je n'avais pas tout abandonné. Il y avait des fichiers de sauvegarde, un courriel envoyé à moi-même, une ligne audio, une seule vidéo. J'avais appris après la deuxième fois. Un bruit sourd a retenti à l'étage, probablement le placard du couloir qui se fermait. Cela signifiait qu'il faisait le ménage, supprimant toute preuve de ma sortie, avec des amis. Quel genre de mère dit ça? Une mère qui a plus peur de l'homme qu'elle a épousé que de perdre l'enfant à qui elle a donné naissance. Je pouvais voir son visage si clairement, souriant à la voisine de l'autre côté de la clôture, balayant l'inquiétude d'un geste expert. Oh, vous savez comment sont les filles, toujours parties quelque part. Un éclair de sympathie sur le visage de la voisine, puis il disparaît. Un haussement d'épaule, un signe de tête, et voilà, j'avais disparu. Pas de rapport de personne disparue, pas de panique familiale, juste une histoire racontée autour d'un café. Elle se cherche. Mais je n'étais pas perdu. J'étais enterré. Le béton sous mes jambes semblait plus froid que d'habitude. Ou peut-être que ma peau avait juste cessé de le combattre. J'ai resserré la fine couverture autour de moi et j'ai rentré mes mains dans les manches. Le bout de mes doigts commençait à s'engourdir. Je ne pouvais pas crier. Crier dans cette maison n'apportait pas d'aide. Cela entraînait des conséquences. À la place, j'ai pensé à l'objectif. Il y avait une petite caméra de sécurité nichée dans la bouche d'aération arrière du sous-sol. Elle n'était pas sophistiquée, activée par le mouvement. Installée il y a des mois après mon deuxième enfermement. Elle n'enregistrait que de courts clips, mais c'était suffisant. Et plus important encore, elle téléversait automatiquement. Si elle fonctionnait encore, quelqu'un là dehors pourrait voir, si personne ne l'avait débranchée, si personne n'avait changé le mot de passe du routeur. Tant de si, mais c'était toujours une meilleure chance que ma seule voix. Ils pensent que m'enfermer me rendra petite. Ils ont oublié ce qui pousse dans le noir. Ils ont oublié ce qui pousse dans le noir. Moi non. Pas depuis la dernière fois, et la fois d'avant. Tout se brouillait maintenant, mais pas d'une manière qui rendait l'oubli plus facile. Non, ces souvenirs restaient vifs, comme du verre sous la peau. Le sous-sol était calme. Le seul son était le bourdonnement occasionnel du chauffe-eau dans le coin le plus éloigné et ma propre respiration, régulière mais superficielle. Je n'avais pas dormi, je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le geste sec du poignet de mon père claquant la porte. J'entendais la voix de ma mère flotter au-dessus de moi comme un mensonge, habillé de perles. Mon cerveau continuait de le rejouer encore et encore jusqu'à ce que cela ne semble plus réel. Et puis, comme cela arrive souvent dans le silence, mon esprit est retourné à elle. Isolda, ma sœur, et moi n'avons jamais été proches. Pas de la manière dont la plupart des gens imaginent que les sœurs devraient l'être, mais ce n'était pas de notre faute. C'était celle de la maison dans laquelle nous avons été élevés. Isa a appris très tôt que se taire signifiait survivre. Je me souviens d'un après-midi quand j'avais 12 ans. Elle est rentrée de l'école, les lèvres fendues, le poignet enflé. Je lui avais demandé ce qui s'était passé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je suis tombée ». Maman sortait déjà des petits pois surgelés du congélateur. Papa n'était pas encore rentré. Elle n'était pas tombée. Elle n'a jamais dit qu'il avait frappé. Mais à la façon dont elle s'est figée quand papa est entré, je n'avais pas besoin qu'elle le dise. Des années plus tard, elle est devenue l'enfant modèle. Des notes parfaites, des sourires parfaits,
jamais un cheveu de travers. Les gens la louaient pour sa force et son assurance. Mais cette force, si on peut l'appeler ainsi, venait de l'apprentissage de la manière de disparaître sous les yeux de tous. Je pensais qu'elle était froide, détachée, mais peut-être qu'elle avait juste peur. Peur comme j'ai peur maintenant. Mais je n'étais pas comme elle. Je ne pouvais pas prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais pas assister au dîner en hochant la tête comme un chien de plage arrière pendant que mon père tordait les faits et transformait l'obéissance en vertu. Je ne pourrais jamais être ce genre de silencieuse. Je ne me suis même pas rendu compte que mes yeux étaient humides avant que le froid ne les pique. Je les ai essuyés avec la manche de mon sweat à capuche. Pleurer n'aiderait pas. Ça n'avait jamais aidé. Des heures ont dû passer. La lumière sous la porte est passée d'une fine ligne dorée à une teinte bleutée et froide. Tôt le matin, peut-être. Difficile à dire sans fenêtre. C'est alors que je l'ai entendu, un craquement dans les escaliers. Je me suis tendu. Des bruits de pas doux mais mesurés. Quelqu'un qui descendait lentement, essayant de ne pas se faire entendre. J'ai resserré la couverture autour de moi et j'ai attendu. Puis un murmure. Lunat. Ma mère. Je n'ai pas répondu. Il y a eu une pause, puis un léger bruissement. Quelque chose a glissé sur le sol sous la porte. J'ai rampé et je l'ai ramassé. Des biscuits salés, une barre de céréales, une bouteille d'eau. Elle avait déjà fait ça. Ne le dis pas à ton père, a-t-elle murmuré. Pourtant, je n'ai pas dit un mot, je fixais juste la porte, attendant que ses pas s'éloignent. Elle a hésité comme si elle espérait un merci ou un pardon, mais je ne pouvais lui donner ni l'un ni l'autre. Quand j'étais enfant, ma mère était la chaleur, l'heure du coucher, les cheveux tressés et les histoires lues à la lampe de poche. Mais maintenant, elle était stratégie. Elle protégeait la maison, pas les gens qui y vivaient. Il y avait un autre souvenir, un auquel je n'avais pas pensé depuis des années. La deuxième fois qu'il m'a enfermé ici, elle est entrée silencieusement la nuit, s'est assise à côté de moi et a murmuré « Dors, ma chérie. Tu auras tout oublié demain. » Elle m'a caressé les cheveux comme si j'avais 6 ans, m'a embrassé le front, puis s'est levée et est partie comme si de rien n'était. C'est à ce moment que j'ai compris. Elle n'allait pas l'arrêter. Elle ne voulait juste pas le voir. C'était le genre de femme qui tressaillait au crime et ne bougeait pas quand les bleus apparaissaient. Elle repassait ses chemises pendant que ses filles se brisaient. J'étais assise là, les biscuits salés à la main, et j'ai pensé au nombre de fois où elle s'était interposée entre moi et la vérité. Pas pour me protéger, mais pour rendre tout plus facile à cacher pour elle, pour lui, pour la famille. La colère n'est pas venue en une vague. Elle s'est insinuée petit à petit, comme l'air froid sous une porte. Elle ne bouillait pas. Elle se calcifiait. Elle s'est transformée en quelque chose de plus dur que la rage. La résolution. Je savais ce qu'Isolda avait choisi, le silence, la sécurité, l'instinct de survie. Mais qu'est-ce que cela laissait derrière? Moi. Et si je me taisais maintenant, si je laissais passer ça, juste un épisode de plus, alors je disparaîtrais, moi aussi. Mais pas comme Isolda, je ne me fondrais pas dans le papier peint. Je deviendrais quelque chose de moins, un souvenir raconté par la bouche des autres, un fantôme qui n'a jamais eu sa propre version de l'histoire. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Je me suis adossé au mur, les biscuits salés intacts. Mon estomac gargouillait, mais l'idée de manger me rendait malade. J'ai regardé la bouche d'aération près du plafond. Derrière elle, je savais que la caméra se trouvait petite, silencieuse, peut-être encore en marche. Peut-être pas, mais elle était là. Ce petit objectif avait vu plus de vérité que n'importe quelle personne à l'étage. Il pensait m'avoir enterré à nouveau. Mais on ne peut pas enterrer quelqu'un qui respire encore. Et je respirais encore. Ce sous-sol ne m'a pas seulement pris ma liberté. Il a volé la version de moi qui suppliait d'être aimé. Et je ne suppliais plus. Je n'avais pas supplié. Plus maintenant. Et ce changement subtil, silencieux, presque invisible s'était installé profondément dans ma poitrine pendant la nuit, comme quelque chose de nouvellement enraciné. Je n'étais pas sûr de ce qui avait changé, seulement que quelque chose avait changé. C'était peut-être le goût des biscuits salés passés sous une porte par une mère trop effrayée pour se tenir droite. Ou peut-être que c'était la douleur dans mon dos à force de dormir sur le béton, associée à la lente prise de conscience que personne ne viendrait encore me chercher. Au moment où la pâle bande de lumière sous la porte a commencé à se fondre dans le gris terne du petit matin, mon corps avait renoncé au repos.
J'étais au-delà de la fatigue, au-delà du froid. Je bougeais avec raideur. Mes muscles étaient endoloris d'être restés recroquevillés pendant des heures. Même cligner des yeux faisait mal. La faim n'était plus agaçante. C'était un bourdonnement, un rythme dans mon corps qui disait « Nous sommes encore en vie, à peine ». Je me suis redressé lentement, la lampe de poche à la main, et j'ai orienté le faisceau vers le coin le plus éloigné du sous-sol. C'est là que ça m'est venu, le journal. Il n'était pas avec moi quand on m'a jeté ici. Cela signifiait qu'il l'avait. Non, il l'avait. J'ai pressé mes mains contre mes tempes et j'ai expiré, essayant de me calmer. La dernière fois qu'il m'a pris quelque chose, c'était mon téléphone l'hiver dernier. Ce n'était pas l'objet qui comptait. C'était le message, tu n'as pas droit à l'intimité. Tu n'as pas le contrôle de tes propres pensées. Le journal avait commencé comme un devoir de thérapie, un espace sur poursuivre mes émotions, mais il était rapidement devenu plus que cela. Il contenait tout, chaque moment de peur, chaque citation du docteur Corwin qui me faisait croire que je n'étais pas le problème, chaque fois que je regardais ma mère prétendre que rien n'allait, chaque conversation à moitié entendue à travers les murs des chambres, chaque fois que je voulais crier mais que je l'avalais à la place. Je pouvais encore imaginer où je l'avais caché, niché derrière la bibliothèque dans ma chambre, pressé à l'intérieur de la fausse tranche d'une vieille encyclopédie. Le fait qu'il ait été trouvé signifiait une chose, ils avaient cherché. La porte de l'étage s'était ouverte en grinçant hier avant qu'on ne me traîne en bas. Je me souvenais d'avoir entendu des tiroirs claquer. Les placards s'ouvrirent. Ils ne me punissaient pas seulement. Ils faisaient le ménage. J'ai penché la tête en arrière contre le mur et j'ai fermé les yeux. Et puis, comme une bobine de film cruel, je me suis souvenu. Il se tenait dans l'embrasure de ma porte, le livre à la main, la tranche exposée, la fausse couverture arrachée. Ses yeux étaient sombres de triomphe, pas de rage, comme s'il m'avait enfin surprise dans un crime dont je ne pouvais pas me sortir en parlant. Il l'a ouvert, a parcouru quelques pages et a commencé à lire à haute voix. Je ne me sens pas en sécurité chez moi. J'ai l'impression de retenir ma respiration tout le temps, en attendant d'être corrigé. Je pense que mon père aime le pouvoir plus qu'il ne nous aime. Il m'a regardé alors, en souriant. Un sourire. Tu n'as pas le droit de raconter des histoires qui ne se sont pas produites. Et d'un mouvement fluide, il a allumé une allumette et a mis le feu à la première page. Au milieu de ma chambre sans cérémonie, sans sermon, juste du feu. Je l'ai regardé se recroqueviller et crépiter. Je suis resté immobile parce que je savais qu'il ne fallait pas essayer de l'atteindre. Cela aurait été considéré comme de la rébellion. Et la rébellion était punie. « Oh, tu veux écrire de la fiction, Lunat ?» a-t-il dit. « Fais-le ailleurs. » Ailleurs, pas ici. Pas dans ma maison. C'est à ce moment que j'ai su qu'il avait peur. Pas de moi, mais de ce que je pourrais dire. Il ne craignait pas ma désobéissance. Il craignait ma voix. Cette prise de conscience m'est restée alors que les heures s'écoulaient dans le noir. Même maintenant, dans ce sous-sol entouré de béton et d'ombre, je savais qu'il avait fait une erreur parce qu'il avait oublié une chose, la caméra. Il y a quelques semaines, après la deuxième fois qu'il m'a enfermé ici, j'avais acheté une minuscule caméra à détecteur de mouvement en ligne. Je me disais que c'était de la paranoïa, mais une partie de moi savait que j'en aurais besoin. Je l'avais installée à l'intérieur de la bouche d'aération près du plafond, orientée juste comme il faut. Elle se connectait à mon ordinateur portable à l'étage, téléversant de courtes rafales vers un stockage en nuage chaque fois qu'un mouvement la déclenchait. Je ne savais pas si la batterie fonctionnait encore, mais j'avais de l'espoir. Et dans cette maison, l'espoir était plus dangereux que le défi. J'ai bougé, j'ai fouillé dans le tas de vieilles couvertures dans le coin et j'ai tiré le fil que j'avais caché. Une vieille habitude, une partie de mon kit de sécurité. Je l'utilisais pour tracer la bouche d'aération afin de m'assurer que l'angle n'avait pas changé. Il n'avait pas changé. Il pensait que prendre mon téléphone signifiait que je serais silencieuse. Il ne réalisait pas que j'avais moi-même câblé la maison. Cette caméra du sous-sol avait probablement tout capté, moi étant poussé, la porte claquant, le son de la serrure qui se tourne, la voix de ma mère murmurant des mensonges apaisants à travers la fente de la porte, le silence qui a suivi, le genre de silence qui n'existe que dans les maisons où la vérité n'est pas la bienvenue. J'ai souri pour la première fois depuis des heures, non pas parce que je ressentais de la joie, mais parce que je sentais que j'avais un moyen de pression. Laissez-les mentir, ai-je murmuré. J'ai de la lumière. La faim se tordait toujours en moi,
mais je la remarquais à peine maintenant. Ma concentration s'est aiguisée. J'avais quelque chose qu'il ne pouvait pas brûler, quelque chose qu'il ne pouvait pas effacer. Je savais au fond de moi qu'il finirait par vérifier mon ordinateur portable. Peut-être qu'il l'avait déjà fait, mais j'avais envoyé des sauvegardes, protégées par un mot de passe, stockées dans un dossier qui ne s'ouvrait que si on connaissait le schéma. Je l'ai murmuré à voix haute pour me le rappeler. Isolda 2022. Le silence gagne toujours. Le nom d'Isolda, l'année où elle est partie à l'université, et la chose qu'elle m'avait murmurée une fois après que notre père lui ait arraché le téléphone de la main. Le silence gagne toujours. Elle avait tort. Il ne gagne pas. Il survit. Mais la vérité brûle à travers le silence. Je n'avais plus rien à perdre. Aucune dignité qu'il n'avait pas déjà érodée. Aucune réputation à préserver. Aucune alliance à l'étage. Mais j'avais des preuves. Une lumière rouge clignotante dans le noir. Le journal a brûlé, mais l'objectif a tout vu. S'ils ont décidé que je n'existe pas, alors ils ne m'ont aussi plus rien laissé à perdre. Cette pensée n'était pas un appel à l'aide. Ce n'était même plus de la douleur. C'était de la clarté. Le soir est revenu sans prévenir. Le changement de lumière sous la porte était passé de l'argenté à l'ardoise. Je n'avais pas mangé les biscuits salés de tout à l'heure. Non pas que j'essayais d'être courageuse, mais parce que rien n'avait le goût de l'espoir ici en bas. J'avais pris l'habitude d'ignorer la faim, mais pas ce silence. La bouche d'aération près de l'extrémité du mur du sous-sol avait toujours semblé être une faiblesse dans la maison, une petite brèche, un défaut de conception. Maintenant, c'était mon seul fil vers le monde d'en haut. J'ai pressé mon oreille contre elle, en resserrant la couverture autour de mes épaules, et c'est là que je les ai entendues, des voix. Pas seulement le cliquetis habituel de la vaisselle ou le bourdonnement grave de la télévision. Ces voix étaient vives, un rire de représentation qui semblait trop répété. Puis est venue la voix de ma mère, douce, sirupeuse, du genre qu'elle utilisait lors des brunchs du dimanche à l'église ou des réunions de parents d'élèves. Son faux ton. Oui, elle va très bien, a-t-elle dit en gloussant doucement. Partie avec des amis pour le week-end. Vous savez comment sont les étudiants. Toujours à la poursuite d'une aventure. Voilà, le mensonge prononcé comme une berceuse. Je suis resté là, figé, pas choqué, plus maintenant, mais profondément, totalement à bout. Le genre de fatigue qui vient quand on réalise que la personne qui vous bordait la nuit préférerait maintenant prétendre que vous n'existez pas plutôt que d'admettre que vous souffrez. Ce n'est pas le mensonge lui-même qui m'a brisé. C'est la facilité avec laquelle elle l'a raconté. L'appel a continué, les rires montant, s'estompant, puis revenant comme des vagues s'écrasant contre un mur que je ne pouvais pas toucher. Des noms flottaient à travers la bouche d'aération, tante Valérie, cousine Jenna, quelqu'un du club de lecture de ma mère, tous riant, tous hochant la tête, tous croyant. Et moi, j'étais là, 14 marches plus bas, assise sur un tas de couvertures pliées dans une pièce fermée à clé comme un secret de famille que personne ne voulait révéler. Finalement, l'appel s'est terminé. Le silence s'est de nouveau installé jusqu'à ce que la voix de ma mère revienne. Cette fois, elle était plus basse, plus proche, plus sèche. Ne parle plus d'elle. Ça perturbe la maisonnée. Aucune émotion dans son ton, aucune hésitation, juste de la finalité. Elle ne me parlait pas. Elle parlait de moi, au passé. Comme si j'étais un souvenir douloureux qui ne voulait pas s'effacer. Je me suis éloigné de la bouche d'aération et je me suis rassise lentement, fixant le mur de ciment. Alors c'est ça. Non seulement j'étais enfermé, mais on m'effaçait soigneusement, poliment, avec des sourires, avec des mensonges enrobés d'inquiétude. J'ai pensé à tous les événements familiaux où j'avais été relégué sur le bord des photographies, jamais au centre, toujours à moitié éclairé, derrière le coude de quelqu'un ou entièrement hors du cadre. Isolda au premier plan, les bras autour de maman. Papa tenant l'appareil photo comme s'il documentait un héritage. Moi, quelque part entre l'oubli et le trop difficile à gérer. Et maintenant, il me coupait aussi de la vie réelle. Ne parle plus d'elle. Pas parce que je leur manquais, pas parce qu'ils étaient inquiets, mais parce que j'étais gênante. Cette phrase a résonné plus fort que n'importe quelle serrure n'aurait jamais pu le faire. Cela signifiait qu'ils ne m'ignoraient pas seulement. Ils choisissaient activement de ne pas se soucier. Ils réécrivaient l'histoire alors que j'y étais encore. Ils étaient les auteurs maintenant, comblant les blancs avec des phrases comme « Elle est partie se découvrir » ou « Elle avait juste besoin d'espace »,
transformant ma réalité en une note de bas de page qu'il ne relirait jamais. Mais je n'étais pas parti, et je n'étais pas invisible. La caméra à l'étage avait capté plus d'un mensonge maintenant. Peut-être que personne ne l'avait encore vu. Peut-être qu'elle clignotait encore silencieusement dans le nuage, mais elle attendait. Et moi aussi. S'ils pouvaient construire leur fiction, je pouvais commencer à construire mon témoignage. J'ai sorti le carnet du coin, celui que j'avais commencé à utiliser après qu'il ait brûlé le vrai journal. Celui-ci était fait de feuilles d'imprimante restantes agrafées ensemble. Mon écriture était désordonnée, inégale, mais lisible. J'ai écrit, jour 2. Maman a dit que j'étais avec des amis. Ce n'est pas le cas. Je suis ici, enfermé dans le sous-sol. Pas de nourriture. Pas de lumière. Juste le même silence. Elle a dit à la famille de ne pas me mentionner, alors je l'écris. Chaque mot, chaque son, chaque mensonge. Je me suis arrêté et j'ai écouté à nouveau. À l'étage, j'entendais le faible bourdonnement du réfrigérateur, le tintement d'une cuillère contre un verre, peut-être quelqu'un remuant du thé. La maison semblait normale, comme si rien n'était cassé, comme si rien n'avait mal tourné. C'est comme ça qu'il le voulait. Mon père disait toujours, personne n'a besoin de savoir ce qui se passe derrière des portes closes. Ce qui compte, c'est ce que nous présentons. Il traitait notre famille comme une entreprise, la réputation d'abord, l'image avant tout, même si cela signifiait que l'un de nous devait disparaître pour que les autres brillent. J'ai continué à écrire. J'ai commencé à esquisser mentalement ce que je dirais si on me demandait un jour d'expliquer cela. Pas seulement à un ami, même pas seulement à un thérapeute, mais à une salle d'audience. Comment décrirais-je l'odeur du ciment humide? Ou la façon dont la faim passe de la douleur à une sorte de clarté? Comment expliquerais-je que ma mère, qui me berçait quand je faisais des cauchemars, était maintenant celle qui aidait à fermer la porte à clé? Je dirais ceci, être enfermé ne m'a pas tué. Être ignoré a failli le faire. Et puis je leur montrerai les images, les textos que j'avais envoyés à Talia il y a des jours, l'enregistrement que j'avais téléversé il y a des mois de ma deuxième punition, sa voix murmurant, « C'est pour ton bien ». J'avais plus que des preuves. J'avais la mémoire, et il ne pouvait pas tout effacer. J'ai de nouveau levé les yeux vers la bouche d'aération, imaginant l'objectif froid de la caméra, toujours en train de regarder mon témoin silencieux. S'il voulait faire de moi un fantôme, alors très bien. Je deviendrai un fantôme qui hante. J'ai repris le stylo et j'ai écrit une dernière ligne. Il ment avec des sourires. Je parlerai avec des preuves. Il me voulait silencieuse, mais le silence est fragile, et je me fissurais volontairement. Au moment où la maison au-dessus s'est installée dans sa version de la nuit, j'avais déjà perdu la notion du temps depuis lequel je n'avais pas eu de vrai sommeil. Mon corps fonctionnait à l'instinct, respiration superficielle, mouvement plus lent, juste assez pour garder mon esprit conscient. C'est là que je l'ai entendu. Un léger craquement en haut des escaliers. Pas le bruit sourd et confiant des bottes de papa. Pas le traînement lourd de la soumission silencieuse d'Isolda. Ses pas étaient doux, mesurés de la seule manière dont un cœur coupable se déplace. Je n'ai pas fait de bruit. Je me suis juste accroupi près de la porte, les yeux fixés sur l'interstice en dessous. Puis, glissant dans mon champ de vision, une main familière, pâle et tremblante, s'est étendue à travers la fente étroite du bas, un sac en plastique rempli de biscuits salés, une petite bouteille d'eau scotchée dessus. La voix de ma mère a suivi, essoufflée et basse. Mange en silence, s'il te plaît, Lunat. Ne le dis pas à ton père. Et voilà, elle était partie. La nourriture est restée sur le sol en béton, intacte. Je me suis rassise, enroulant la couverture autour de mes épaules. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère. J'étais épuisé d'une manière qui ne nécessitait plus d'émotion, le genre d'épuisement qui vient après avoir réalisé que les personnes censées vous protéger sont aussi celles qui vous tendent des miettes pour vous faire taire. Elle pensait qu'elle aidait, mais l'aide née de la peur n'est pas de l'aide. C'est de la survie pour celui qui aide, pas pour celui qui est aidé. J'ai regardé la porte, n'entendant que ses pas s'éloigner. Un instant, j'ai envisagé le pardon, mais il est mort rapidement. Elle savait. Elle savait depuis des années. Elle avait vu les bleus. Peut-être pas ceux sur ma peau, mais certainement ceux dans mes yeux. Elle savait comment papa nous parlait. Elle m'a vu tressaillir chaque fois qu'il élevait la voix ou ouvrait le placard du couloir trop vite. Pourtant, elle a laissé faire. Elle l'a laissé construire ce système. Et ce soir,
Elle m'a glissé des biscuits salés comme si j'étais un animal sauvage nourri à travers une cage. Pas de mots, pas d'excuses, juste un murmure qui disait « Reste tranquille ». Peu de temps après, le sous-sol s'est de nouveau assombri. Seule la faible lueur orange de la lumière du couloir à l'étage filtrait à travers la fente sous la porte. Je me suis enroulé plus profondément dans ma couverture, mais je n'ai pas dormi. À la place, j'ai pensé à la caméra. Puis, sans y être invité, un autre souvenir a surgi, un que je n'avais pas voulu revisiter. Il y a 3 semaines, ma chambre, tard dans la nuit. Je venais d'éteindre les lumières quand mon père est entré sans prévenir. Pas de coup à la porte, pas d'avertissement. Il a actionné l'interrupteur, a balayé l'espace du regard, puis a montré le minuscule dôme noir qu'il avait installé près du coin du plafond. « Tu vois ça ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Cette lumière ne s'éteint jamais. Je vois tout ce que tu fais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête à nouveau et serré la mâchoire. Tu te crois maline, hein? Cacher des choses dans des livres. Murmurer à ce psy. Tu n'es pas plus intelligente que moi, Lunate. Tu ne le seras jamais. J'ai attendu qu'il parte avant d'oser respirer. Cette caméra n'était même pas connectée à quoi que ce soit. J'ai vérifié. C'était une fausse. Une coque en plastique, bon marché, éclairée par une pile, même pas câblée. Mais le message était clair. Il n'avait pas besoin de tout voir. Il avait juste besoin que je croie qu'il le pouvait. C'est ça le contrôle, pas l'acte, mais l'implication. Je n'ai plus jamais pleuré dans cette chambre. Même quand j'en avais envie. J'ai commencé à prendre ma douche avec les lumières éteintes. J'écrivais dans mon journal dehors, derrière le garage, dans un creux sous la terrasse qui sentait la terre et les cigarettes. Tout ça à cause d'une caméra en plastique avec un point rouge clignotant. J'ai déballé les biscuits salés lentement, mâchant sans vraiment goûter. J'avais la gorge sèche, mais la bouteille d'eau était presque vide. Je l'ai rationnée. 2 petites gorgées. Ce ne serait pas suffisant pour une autre journée complète, et je soupçonnais qu'il y en aurait une autre. J'ai ramené mes jambes près de moi et je me suis appuyé contre le mur près de la porte. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis que j'étais enfermé. J'ai parlé, pas fort, même pas fermement, juste clairement. Si tu continues à faire semblant, moi j'arrêterai. Je savais qu'elle était probablement encore à proximité. Peut-être juste à l'étage, peut-être en train d'écouter depuis le couloir, se cachant derrière l'excuse de plier le linge ou d'organiser l'armoire à épices, prétendant que la maison n'avait pas de sous-sol. Si tu continues à mentir, j'arrêterai de te couvrir, ai-je dit. Plus doucement maintenant. J'ai fait une pause, le cœur battant contre le coton humide de mon sweatshirt. Silence. Je ne m'attendais pas à une réponse. Ce n'était pas le but. Cette phrase n'était pas pour eux. C'était pour moi. Pour la fille qui était restée silencieuse trop longtemps. Pour la version de moi-même qui pensait autrefois que maintenir la paix était plus important que de nommer la guerre. J'ai reposé ma tête contre le béton, les mots encore frais dans l'air. C'était mon premier acte de rébellion clair. Pas de cri, pas de confrontation, juste une ligne tracée dans le sable, murmurée dans l'obscurité. Il me voulait silencieuse. Mais le silence est fragile. Et je me fissurais volontairement. Au moment où je l'ai dit à voix haute dans l'obscurité, j'ai senti le plus petit changement en moi. Pas dramatique, pas bruyant, juste une simple fissure délibérée dans le silence qu'ils avaient travaillé si dur à préserver. C'est ce qui se passe avec la pression. Quelque chose doit céder, et cette fois, ce n'allait pas être moi. Quelques heures ont passé. Je le savais au changement de lumière sous la porte. La brume dorée s'était estompée pour devenir ce rien bleu-gris qui signalait l'aube. Mon corps me faisait encore mal. Mes lèvres étaient sèches, mais le tremblement de mes mains s'était arrêté. Pas parce que j'allais mieux, mais parce que j'étais plus certaine. Je me suis tourné vers la bouche d'aération où j'avais placé la petite caméra cachée il y a des semaines. C'était devenu un témoin silencieux, clignotant en rouge, vacillant parfois lorsque le chauffage s'enclenchait à l'étage. Personne ne l'a jamais remarqué. Ils ne levaient jamais les yeux. Ils étaient trop occupés à se regarder eux-mêmes. Elle avait tout enregistré. Pas tout le temps, juste quand un mouvement la déclenchait. Mais c'était suffisant. Assez pour capturer la façon dont la voix de mon père tonnait quand il disait « 3 jours là-dedans devraient apprendre le respect ».
Assez pour entendre ma mère murmurer à travers la porte, ne lui dis pas que je t'ai donné ça. Assez pour prouver que j'étais là. Pas sorti avec des amis, pas en voyage, pas en rébellion, juste enfermé. Il ne savait pas que la caméra était toujours allumée. Il ne savait pas que les images continuaient de se téléverser, de courts clips, rien de trop volumineux, juste assez pour arriver dans le lecteur partagé que je gardais caché sous un faux dossier intitulé « Brouillon de devoir ». J'ai rampé sur le sol, traînant la couverture avec moi, et je me suis assise sous la bouche d'aération. J'ai levé les yeux vers l'objectif et pour la première fois, je ne me suis pas senti seul. On me voyait, même si ce n'était que par un morceau de plastique et des fils. Il voulait m'effacer, mais la caméra me voyait, et elle ne s'y est pas. J'ai murmuré, « Talia ? Lana ?» Juste au cas où le microphone le capterait. Ma meilleure amie, ma thérapeute, les deux seules personnes en dehors de cette maison qui m'avaient jamais écouté et m'avaient réellement cru quand j'ai dit « quelque chose ne va pas », elles n'étaient pas des sauveuses. Elles étaient des miroirs. Et les miroirs sont dangereux dans les maisons construites sur le déni. J'ai penché la tête en arrière, écoutant le plafond. Des bruits de pas. Ceux de papa. J'ai reconnu leur poids, talons secs, pas délibérés, aucune hésitation. Puis le silence. Une porte s'est ouverte. Probablement le placard de la cuisine. Puis est venu le déclic d'un tiroir, probablement en train de vérifier à nouveau mon téléphone comme s'il allait soudainement révéler une nouvelle rébellion qu'il ne m'avait pas déjà punie. Mais la vraie rébellion était invisible. Elle était dans le calme, dans l'enregistrement, dans la façon dont j'avais cessé de supplier. Puis, alors que je me tournais pour attraper le vieux carnet que j'utilisais pour tout documenter, j'ai vu quelque chose à moitié enterré sous le sweatshirt plié que j'avais utilisé comme oreiller. C'était une vieille photo, froissée au coin, un peu délavée, mais immédiatement familière. Je ne me souvenais même pas de l'avoir apportée ici. Peut-être qu'elle était tombée de ma poche quand il m'a traîné à l'intérieur. Peut-être que je la gardais sur moi sans y penser. C'était une photo de famille, prise lors d'un barbecue il y a 3 étés. Isolda se tenait au centre, souriant largement, les cheveux bouclés juste comme il faut, les bras autour de maman. Papa se tenait derrière elle, une spatule de barbecue à la main comme s'il était fier de quelque chose. Et moi, j'étais sur le côté, flou, partiellement bloqué par l'épaule de quelqu'un d'autre, ne regardant même pas l'appareil photo. J'ai regardé cette photo pendant longtemps, plus longtemps que je ne le voulais, et tout ce que je pouvais penser, c'était que même dans les souvenirs, il me rendait petite. Je n'ai pas été effacé du jour au lendemain. Cela se produisait depuis des années, lentement, doucement, dans des cartes de Noël recadrées, dans des réunions scolaires oubliées, dans la façon dont les gens disaient « Oh, tu es sa sœur », comme si c'était une note de bas de page au lieu d'un lien. Cette photo prouvait simplement ce que j'avais toujours ressenti mais jamais dit à voix haute, il me préférait flou. Et maintenant que j'étais devenu net, ils m'ont enfermé. J'ai plié la photo doucement et je l'ai glissée à l'arrière du carnet. Pas parce que je voulais la garder, mais parce que c'était une preuve que la réécriture de moi a commencé bien avant ce sous-sol. J'ai de nouveau regardé la caméra. Si la caméra reste allumée, ai-je murmuré, et si ne serait-ce qu'une seule personne s'en soucie, cela ne se terminera pas ici. Je ne l'ai pas dit avec espoir. Je l'ai dit avec détermination. Puis j'ai commencé à compter les minutes, les respirations, les changements de lumière. C'était un jeu que je jouais pour rester saine d'esprit, un rythme que j'inventais pour survivre. 15 secondes entre les gouttes du robinet. 3 minutes entre les clics du réfrigérateur. 8 minutes entre ses pas à l'étage. Tout pouvait être chronométré. Et avec assez de temps, tout s'effondre. Je continuais de murmurer des noms dans la bouche d'aération. Talia, Lana, s'il vous plaît. Pas une supplication, juste un rappel. Les images n'étaient pas seulement de la vidéo. C'était un témoignage. C'était mon rythme cardiaque en 1 et en 0. Et s'ils n'entendaient plus jamais ma voix, ils auraient toujours ça. L'objectif ne les a pas seulement enregistrés. Il m'a vu. Et bientôt, quelqu'un d'autre le fera aussi. Il m'a vu. Et maintenant, quelqu'un d'autre le ferait aussi. Cette pensée s'est accrochée à moi comme de la buée sur une fenêtre, fragile, fugace, mais la preuve que j'étais toujours là, toujours en vie, toujours digne d'être trouvé. Le sous-sol est resté silencieux pendant ce qui a semblé des heures. J'ai compté les rythmes de la vie au-dessus. La chasse d'eau occasionnelle, un tiroir ouvert et fermé, des plats qui tintent, quelqu'un qui éternue, puis plus rien.
Un silence si absolu que j'ai pensé qu'ils étaient peut-être tous partis. Peut-être qu'ils étaient partis en voiture, me laissant m'évanouir dans ce tombeau de béton. Mais alors, des bruits de pas. Ce n'étaient pas les siens. Trop légers. Trop incertains. Ceux-ci ne martelaient pas le sol. Ils marchaient sur la pointe des pieds. J'ai pressé mon oreille contre le parpaing froid et j'ai tendu l'oreille. Un autre pas. Plus proche. Puis on a frappé. Pas à la porte du sous-sol. À la porte d'entrée. Un coup. Pause. Un autre. Puis la voix est venue, étouffée mais familière, hésitante, inquiète. Bonjour, est-ce que Lunat est à la maison? Tout mon corps s'est raidi. Cette voix. Cette voix. Talia. Mon cœur battait contre mes côtes si fort que j'ai dû me mordre la langue pour rester silencieuse. Il y a eu un silence au-dessus. Long, trop long. Personne n'a répondu à la porte. Mais Talia n'est pas partie. J'ai rampé sur le sol, me traînant vers la bouche d'aération comme si mes membres fonctionnaient sans moi. La petite grille semblait chaude à cause du flux d'air, et j'ai murmuré vers le haut, désespérée, tremblante. Talia, à l'aide. Je suis en bas. Il y a eu une pause. Puis elle l'a dit, un seul mot, mais il a brisé le silence comme du verre. Lunat. Des bruits de pas à nouveau, cette fois rapides. Puis le son de sa voix, urgente, et appelant mon nom. Ces mots ont résonné et rebondi sur les cloisons sèches. Puis plus rien. Pendant une minute, j'ai pensé que je l'avais peut-être imaginé, mais alors, des sirènes. Pas encore fortes, lointaines. S'intensifiant. J'ai rampé de nouveau vers la porte, le corps tremblant. Les sirènes ne signifient pas toujours la sécurité. Pas ici. Mais cette fois, si. Puis les cris ont commencé. La voix de Carvé a explosé dans la maison comme un marteau frappant du verre. Vous ne pouvez pas entrer ici sans mandat. Une nouvelle voix, calme mais ferme. Nous avons reçu un appel pour nous faire part d'une inquiétude. Si quelqu'un est en danger, nous n'avons pas besoin de mandat pour vérifier. La voix de Verina, tremblante et incertaine. Elle n'est pas à la maison. Elle est partie il y a des jours. Mes jointures se sont pressées contre la porte. Je voulais crier, mais je ne l'ai pas fait. J'avais appris à mes dépens, parfois, le silence avait plus d'impact. Une autre voix, féminine cette fois. Monsieur, veuillez vous écarter. Puis le bruit des clés, un cliquetis, et enfin, la lumière. Pas seulement celle de l'ampoule fissurée au-dessus. De la vraie lumière naturelle, chaude, vive, aveuglante. La porte s'est ouverte lentement en grinçant, et deux officiers en uniforme sont apparus. Une femme s'est agenouillée la première, scrutant l'espace avec un calme professionnel. J'ai plissé les yeux contre la luminosité, levant une main tremblante pour protéger mon visage. Lunat Marlowe, a demandé l'officier. J'ai hoché la tête. Je suis ici depuis dimanche. Derrière elle, j'ai vu mon père, le visage tordu de rage, les veines palpitant à son cou. Elle avait besoin de temps pour se calmer, a-t-il crié. Vous n'avez aucune idée de comment gérer la discipline. Ma mère planait en arrière-plan, des larmes coulant sur son visage. Pas pour moi, mais pour elle-même. Madame, a dit l'officier en se tournant vers elle, nous allons avoir besoin que vous vous asseyiez. Du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette floue. Isolda. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste reculé, les yeux écarquillés, les bras étroitement croisés sur sa poitrine comme si elle retenait quelque chose. L'officier m'a aidé à me relever, des mains fermes sous mes bras. Je pouvais à peine tenir debout, mais j'ai réussi. J'avais l'impression que mes jambes appartenaient à quelqu'un d'autre. Pourtant, je suis resté debout. Dehors, une voiture de police attendait. Une foule avait commencé à se rassembler de l'autre côté de la rue, des voisins qui avaient vécu à côté de nous pendant des années et n'avaient jamais frappé à la porte. En sortant à la lumière du jour, une bouffée de vent m'a frappé le visage et j'ai failli m'effondrer sous le choc. Ce n'était pas seulement de l'oxygène. C'était la liberté. La pelouse de devant sentait l'herbe coupée et l'essence. Familier, presque normal. Mais ce n'était pas normal. C'était la vérité qui éclatait à travers les coutures d'un mensonge trop serré pour la retenir plus longtemps. Le détective Kiyi s'est approché de moi alors. Elle n'était pas comme les autres. Son ton n'était pas clinique.
Il était humain. Pouvez-vous me dire si quelqu'un d'autre savait que vous étiez en bas? J'ai hoché la tête. Ma mère, mon père, et peut-être ma sœur. Elle n'a pas scié. D'accord, allons vous mettre en sécurité et ensuite nous parlerons plus. Ils m'ont aidé à monter à l'arrière de la voiture de police, non pas parce que j'avais des ennuis, mais parce que j'avais besoin d'un endroit pour respirer. Talia se tenait au bord de l'allée, les bras enroulés autour d'elle-même, les yeux pleins de choses non dites. Je l'ai regardée à travers la vitre et elle a hoché la tête. Ce n'était pas seulement de la gratitude que je ressentais. C'était de la reconnaissance. Elle avait écouté. Elle m'avait entendu quand personne d'autre ne le voulait. À l'intérieur de la maison, les cris continuaient. Vous ruinez notre famille, beuglait la voix de Carvey. Mais elle était déjà ruinée. Il ne savait tout simplement pas que les fissures avaient commencé de l'intérieur. Il voulait que le monde voie une famille parfaite. Ce que la police a vu, c'est une prisonnière. La justice ne s'est pas terminée par un verdict. Elle a commencé par l'ouverture d'une porte. 2 semaines plus tard, je me tenais juste devant les portes de la salle d'audience, vêtu d'un pantalon qui ne m'allait pas tout à fait et d'une chemise à boutons que je n'avais pas portée depuis la remise des diplômes du lycée. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise. Je m'attendais au vieux tremblement dans mes doigts, celui qui venait avec la peur ou la fureur. Mais aujourd'hui, je n'étais ni l'un ni l'autre. Je n'avais pas peur et je n'étais pas en colère. J'en avais fini. L'huissier a appelé à l'ouverture de la session. Naomi marchait à côté de moi, sa mallette près d'elle, ses talons claquant avec un rythme qui ressemblait à une batterie d'accompagnement pour mon rythme cardiaque. Le docteur Lana était déjà arrivé et était assise près du banc des témoins, les mains jointes, les yeux calmes. Elle m'a jeté le genre de regard que l'on ne reçoit que de quelqu'un qui vous a vu au pire de votre forme et qui est toujours là. Je suis entré dans la salle d'audience et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Carvey était assis à la table de la défense, son avocat ajustant des papiers comme si tout cela était indifférent normal. Ses bras étaient croisés, les lèvres serrées. Ses cheveux semblaient plus fins que dans mon souvenir. Ses yeux, non. Verina était assise une rangée derrière lui, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semblait lui faire mal. Elle portait un blazer bleu marine, quelque chose de modeste, quelque chose de neutre. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Isolda n'était pas dans la pièce. Je suis passé devant eux tous et je me suis assise à l'avant, face au juge. J'ai croisé les mains sur mes genoux, les ongles courts, les paumes froides. Naomi s'est penchée et a murmuré, « Tu fais exactement ce qu'il a toujours craint, être entendu. » Le juge a fait un signe de tête dans notre direction. Nous commencerons par l'examen des preuves soumises par la plaignante. Naomi s'est levée. Nous demandons à la cour de diffuser les images récupérées de la caméra de la bouche d'aération du sous-sol, que notre cliente avait précédemment installée par souci pour sa sécurité. Le technicien a connecté la clé à l'écran. Les lumières ont légèrement baissé. Je n'ai pas scié lorsque la première image est apparue. L'obscurité. Ma voix, tendue. Talia, à l'aide. Puis est venu le murmure de ma mère. Mange en silence, s'il te plaît. Ne le dis pas à ton père. Ensuite, les pas de Carvey, plus forts que dans mon souvenir. Le bruit d'une serrure qui se tourne. Sa voix, pleine de pouvoir. Elle a besoin d'apprendre. Gardez-la en bas. C'est le seul moyen pour qu'elle respecte cette maison. Le silence a rempli la salle d'audience. Personne n'a halté. Il n'en avait pas besoin. Les images parlaient plus fort que n'importe quelle explosion de colère n'aurait pu le faire. Quand le clip s'est terminé, Naomi a de nouveau parlé. Ma cliente a également déposé une plainte officielle. Elle aimerait la lire pour qu'elle soit consignée au procès-verbal. Je me suis levé, un papier à la main. J'ai lu, moi, Lunat Marlowe, je dépose cette plainte contre Carvey Elmight pour séquestration illégale, violence psychologique et coercition domestique. Je la soumets non pas en tant que victime, mais en tant que personne qui a survécu à ce qui n'aurait jamais dû être vu. Le juge a demandé si je souhaitais parler au-delà de la déclaration. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Carvey, puis de nouveau le banc. Je veux juste que la vérité soit plus forte que le mensonge, ai-je dit. Naomi s'est rassise à côté de moi, sa main stable sur mon dos. Le docteur Lana a été appelé à témoigner ensuite. Elle a parlé des séances, des signes avant-coureurs, des protocoles que nous avions créés au cas où je disparaîtrais un jour. Elle les avait suivis.
Elle n'avait pas hésité. Lorsqu'on lui a demandé si elle croyait que j'étais un danger pour moi-même, elle a fermement secoué la tête. Elle était en danger, non pas d'elle-même, mais des personnes qui la réduisaient au silence. Puis est venu le dénouement. Carvey a essayé d'interrompre. Tout cela est exagéré. Elle manipule le système. Le juge lui a lancé un regard sévère. Vous resterez silencieux pendant que les autres témoignent. Mais il n'a pas obéi. Il a continué. Elle a toujours voulu de l'attention. Toujours à déformer les choses. Le juge a frappé avec son marteau. Monsieur Elmight. Toute nouvelle perturbation et vous serez expulsé. Verina s'est encore plus enfoncée dans sa chaise. Ses yeux ne se sont pas levés. Lorsque la cour a suspendu l'audience, Naomi s'est tournée vers moi et a dit « C'est le début de la fin ». Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré, mais je me tenais plus droite. J'ai marché dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, les talons de mes chaussures résonnant sur les carreaux de marbre, ce qui m'a donné l'impression d'être enfin à ma place dans un lieu de conséquence. Dans le hall, Talia attendait. Elle m'a tendu les bras la première, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis laissé m'appuyer sur quelqu'un. J'ai posé ma tête sur son épaule. Pas pour le réconfort, mais parce que je n'avais plus à porter ça seule. Cette fois, j'ai murmuré, ils n'ont pas gagné. Elle a hoché la tête. Non, ils n'ont pas gagné. De retour à l'intérieur, les avocats se disputaient encore. Carvey protestait encore. Verina pleurait encore. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La vérité avait déjà atterri, et elle était plus lourde que tout ce qu'il pouvait lancer en retour. La justice ne s'est pas terminée par un verdict. Elle a commencé par l'ouverture d'une porte. Les portes de la salle d'audience s'étaient refermées derrière moi depuis longtemps, mais quelque chose était resté ouvert. Pas seulement dans le système, mais en moi. 3 mois plus tard, je me suis réveillé dans un lit qui ne grinçait pas quand je me retournais. La lumière du soleil à travers ma fenêtre ne semblait plus intrusive. Elle semblait juste ordinaire, et l'ordinaire n'avait jamais semblé aussi luxueux. Mon nouvel appartement était petit, une pièce au-dessus d'une boulangerie qui sentait la cannelle le dimanche et le pain grillé brûlé le reste de la semaine. Les planchers grinçaient au mauvais endroit, et le radiateur avait un sifflement qui vous faisait penser que quelqu'un vous chuchotait depuis une autre pièce, mais il était à moi. Pas de serrure sur la porte de la chambre, pas de caméra dans les coins, pas de couloir où je devais marcher les épaules rentrées. Je gardais les fenêtres ouvertes la plupart des nuits, non pas parce que j'avais besoin d'air frais, mais parce que je le pouvais enfin. Je voulais entendre le monde, les voitures qui passent, les enfants qui crient les uns par-dessus les autres en allant au parc, quelqu'un qui fredonne faux à travers les murs, le genre de bruit qui vous rappelle que vous appartenez à quelque chose, même si ce n'est qu'au quartier. Le matin de la sentence, je ne me suis pas habillé en noir. J'ai porté du bleu, non pas parce que cela symbolisait quelque chose. J'aimais juste la façon dont cela me faisait me sentir, sans excuse. Je suis arrivé tôt avec Naomi à mes côtés. Elle portait ses notes, son dossier, sa confiance. Je ne portais que mon souffle et le souvenir de ce sol de sous-sol froid. La salle d'audience était plus calme que je ne l'attendais. Pas de frénésie médiatique, pas de halètement bruyant, juste une tension si épaisse qu'elle se pressait dans les coins de la pièce. Carvey était assis à gauche, la mâchoire serrée, les épaules en arrière comme si l'orgueil seul pouvait soutenir un empire en ruine. Son avocat parlait sur un ton qui puait le désespoir déguisé en logique. Mon client regrette toute action qui aurait pu être mal comprise. Son intention était de maintenir la discipline au sein du foyer, pas de nuire. Discipline. Ils utilisent toujours ce mot quand ils veulent dire domination. Le juge n'a pas scié. Monsieur Elmight, cette cour vous déclare coupable de séquestration illégale et de violence psychologique avec des schémas soutenus de contrôle coercitif. Vous êtes par la présente condamné à 12 ans de détention. 12 ans. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il s'est juste légèrement tourné vers moi et a marmonné quelque chose à voix basse que je n'ai pas pu distinguer. C'était peut-être mon nom. C'était peut-être sa dernière tentative de réécrire le récit, mais plus personne ne l'écoutait. Verina s'est levée ensuite. Son avocat a parlé en son nom. Elle reconnaît son manquement à intervenir. Elle accepte de suivre une thérapie psychologique obligatoire et de renoncer à tous ses droits de tutelle avec effet immédiat. Elle n'a jamais levé les yeux, pas une seule fois. Dehors, des journalistes attendaient avec des caméras que j'ai refusé de regarder.
Je suis passé devant eux comme s'ils n'étaient que des ombres sur le trottoir. Certains des voisins étaient venus. J'ai vu Madame Alverson de l'autre côté de la rue, serrant son sac d'église, chuchotant à une autre femme alors que je passais. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans cette maison, a-t-elle dit. Vous avez toujours su, mais vous n'avez jamais frappé. Ils ont appelé ça la justice, ai-je dit tranquillement à Naomi alors que nous atteignions sa voiture. Cela ne ressemblait pas à de la vengeance. Cela ressemblait à de la sécurité. Les jours suivants se sont écoulés lentement, comme l'air après une tempête qui ne s'éclaircit pas tout à fait. Je tressaillais quand quelqu'un sonnait à la porte trop longtemps. Je sursautais quand j'entendais des pas lourds dans l'escalier. Le traumatisme ne disparaît pas avec un verdict. Il persiste dans la mémoire musculaire, dans les réflexes. Je n'avais pas ouvert les lettres de ma mère. Elle en avait envoyé 5 jusqu'à présent. Chacune portait une nouvelle adresse d'expéditeur, des endroits que je ne reconnaissais pas. Elle écrivait en cursive, formelle et fragile. Mon nom sur l'enveloppe semblait toujours vouloir s'excuser avant même que je ne l'ouvre. Mais je ne l'avais pas fait, et je ne comptais pas le faire. Certaines blessures arrêtent de saigner, mais elles n'arrêtent pas de faire mal. Pourtant, la vie se reconstruisait en petits morceaux. Chaque jeudi soir, Talia venait avec des plats à emporter. Parfois thaïlandais, parfois des tacos. Nous ne parlions pas toujours du passé. Parfois, nous ne parlions pas du tout. Elle laissait juste le silence s'installer confortablement avec moi. Le docteur Lana venait une fois par semaine, non pas en tant que thérapeute, mais en tant que personne qui était restée. Elle apportait des plantes que je ne pouvais pas garder en vie et des livres que je promettais de finir mais que je ne finissais jamais. Elle m'a dit que la guérison n'était pas linéaire et je lui ai dit que je détestais cette phrase. Elle a ri et a dit, bien. Ça veut dire que tu fais le travail. Naomi passait avec des mises à jour sur le dossier, mais la plupart du temps, elle apportait juste du bon café et de l'humour peint sans rire. Tu es officiellement l'une de mes clientes préférées, m'a-t-elle dit une fois, mais n'en fais pas une habitude. J'ai souri pour de vrai cette fois-là. Un soir, mon téléphone s'est allumé avec un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Isolda. Sa voix tremblait juste un peu. Lunat, j'aurais dû parler. J'aurais dû faire quelque chose. Je suis désolé. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Je ne l'ai pas rappelé tout de suite. Je ne savais pas si je le ferais, mais j'ai sauvegardé le message. Cela en soi ressemblait à un début. La famille dans laquelle j'étais née n'était plus entière. Mais celle que j'ai construite n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle avait besoin d'être honnête. Elle avait besoin d'être réelle. Je n'ai pas accroché de photos de Carvé dans ma nouvelle maison. Je n'ai pas gardé d'héritage qui venait avec des conditions. Mais j'ai mis une chose, un petit crochet en laiton à côté de la porte d'entrée où j'accrochais une clé chaque soir. Un rappel que cette maison n'avait pas de règles conçues pour suffoquer, qu'ici j'étais libre d'ouvrir une porte ou de la fermer quand je le voulais. La liberté ne ressemble pas toujours à une bannière dans le ciel. Parfois, c'est juste une porte que vous êtes autorisé à ouvrir et à fermer tout seul. Parfois, les personnes censées vous protéger sont celles qui vous apprennent à survivre en silence. Mais le silence n'est pas la sécurité. Et prendre la parole, même quand cela semble impossible, est le premier acte de liberté. Qu'auriez-vous fait à la place de Lunat? Si des histoires comme celle-ci vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons d'autres histoires de familles réelles à venir, brutes, émouvantes et inoubliables. Votre voix compte ici.